Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Qu'il est bon de rentrer chez soi. Les mots sont du roi Mohamed VI. Le souverain marocain a fait le déplacement à Addis Abeba pour fêter le grand retour de son pays au sein de l'Union africaine. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Jean-Karim Fall à Addis Abeba. En Tunisie, fumer un joint peut vous coûter au minimum 1 an de prison ferme. Conséquence, les geôles tunisiennes sont surchargées. Mais la loi 52, héritée de l'ancien régime contre l'usage des stupéfiants, pourrait bientôt disparaître. Reportage dans ce journal. Et puis en Gambie, un vent de liberté souffle enfin sur les médias. Le départ en exil de Yahya Jammeh a mis fin à un climat de terreur marqué par la disparition de nombreux journalistes. Sarah Sako s'est rendue dans la rédaction du journal The Point, devenu emblématique de la liberté de la presse bafouée en Gambie. À Addis Abeba, c'était l'événement de la fin du sommet de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI est venu à la tribune exprimer sa joie. Après 33 ans d'absence, le Maroc a réintégré l'organisation panafricaine. Sous les applaudissements de l'audience, le souverain marocain était visiblement très inspiré. Avant de retrouver notre envoyé spécial Jean-Karim Fall dans la capitale éthiopienne, je vous propose d'écouter les mots de Mohamed VI. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. Jean-Karim Fall, vous êtes à Addis Abeba. Le Maroc a visiblement réussi son opération séduction. Oui, vous avez raison de parler d'opération séduction. J'allais même dire déclaration d'amour. Vous m'avez manqué. On vient de l'entendre, le souverain chérifien a déclaré cela donc devant un parterre de chefs d'État africains qui n'étaient pas forcément tous ravis de le voir là. Mais dans son discours, le roi donc a insisté sur son attachement à l'Afrique. Il a également insisté énormément sur l'importance que revêt à ses yeux la coopération sud-sud. Le souverain marocain estime que le continent africain est selon lui un continent riche de toutes les opportunités possibles et on le voit sur le plan économique. Le royaume chérifien a multiplié les investissements au cours de ces 10 dernières années. Donc après cette offensive économique, c'est donc maintenant l'offensive diplomatique qui vient donc de se parachever ici donc avec cette apparition du souverain marocain 33 ans après que son père, le roi Hassan II, a quitté avec fracas l'organisation de l'unité africaine. Jean-Karim, justement, le Maroc avait claqué à la porte de l'Union africaine en 84 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. On va écouter tout de suite la réaction du ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek. Le Maroc s'est rendu à l'évidence, après 33 années, qu'il faut qu'il s'assoie à côté de la République sahraoui. Nous n'avons pas de problème, nous considérons qu'il est le bienvenu. Nous sommes disposés à négocier avec lui la fin de ce conflit et nous espérons qu'il mette fin à l'occupation de notre territoire. Jean-Karim, la question est loin d'être réglée. Le Maroc considère toujours que le Sahara occidental fait partie de son territoire. Oui, tout à fait, mais je dirais que le discours a légèrement changé. D'ailleurs, dans son allocution devant les chefs d'État tout à l'heure, ici à Addis Abeba, le roi a reconnu qu'il n'avait pas que des amis au sein de l'Union africaine. Il a eu cette petite phrase « Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité » et il faisait vraisemblablement donc allusion à cette question du Sahara occidental. Alors vous savez qu'il y a un certain nombre de poids lourds du continent africain qui sont des fidèles alliés de la République arabe sahraoui démocratique. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Algérie, il y a beaucoup de pays d'Afrique australe, mais visiblement la tactique du Maroc va désormais être la suivante. La question du Sahara occidental ne sera pas examinée dans l'enceinte de l'Union africaine, mais plutôt aux Nations unies. Le chef de la diplomatie marocaine l'a déclaré sur France 24. Il a dit en substance que la question du Sahara relevait des Nations unies et qu'il n'allait pas, entre guillemets, polluer l'Union africaine avec ce dossier.
Merci beaucoup Jean-Karim Fall pour votre éclairage sur ce retour du Maroc. Vous étiez en direct d'Addis Abeba. On connaît désormais l'identité des 6 victimes de l'attentat contre une mosquée à Québec, tous binationaux, un Marocain, 2 Algériens, un Tunisien et 2 Guinéens. Ils étaient âgés de 39 à 60 ans. Le principal suspect, Alexandre Bissonnette, est entré dimanche dans la mosquée et a ouvert le feu sur les fidèles rassemblés pour la prière. Selon les enquêteurs, le tueur a été séduit par les discours nationalistes et les idées d'extrême droite. L'inquiétude au Burundi sur le sort de présumés rebelles remis par les autorités congolaises. Détenus depuis plus d'1 an, 186 hommes ont été rapatriés au cours d'une cérémonie officielle. Ils sont accusés par Bujumbura d'être des putschistes. Les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent du sort qui leur sera réservé. Ces rebelles présumés avaient été arrêtés par l'armée congolaise dans la plaine de Ruzizi, dans le sud du Sud-Kivu. En Tunisie, c'est une des lois emblématiques de l'ancien régime de Ben Ali. La fameuse loi 52 contre l'usage des stupéfiants pourrait bientôt disparaître. Une réforme promise par le président est actuellement en discussion à l'Assemblée. En Tunisie, des milliers de jeunes sont emprisonnés tous les ans pour consommation de cannabis. Et les prisons sont aujourd'hui surchargées. Mais que vaut vraiment ce projet de réforme? Reportage de nos correspondants à Tunis, Sandro Lutens et Hamdi Lili. Derrière cette grille, des cellules dortoirs où s'entassent parfois plus de 100 prisonniers. Mais interdit d'y filmer, les prisons tunisiennes affichent une surcharge de 150% et un tiers des détenus sont derrière les barreaux pour un simple joint. Je sais que c'est contre la loi, mais dans les autres pays, c'est pas comme ça. Ils ne font pas le test d'urine. J'ai pas l'impression d'être un criminel. C'est entre moi et mon corps. Je n'ai fait de mal à personne. En cause, la loi 52 contre l'usage de stupéfiants, un outil répressif hérité de la dictature, une peine de prison automatique d'1 an minimum pour consommation ou détention de stupéfiants comme le cannabis. Plus de la moitié des condamnés sont en récidive. Le nombre de procès marqué loi 52 est passé de quelques centaines à 6000 en à peine 15 ans. Nous avons 1000 détenus qui sont ici pour consommation de drogue. Et ça, c'est une des raisons principales de la surcharge dans cette prison. Les prisonniers pour consommation de drogue sont presque tous des jeunes et surtout beaucoup d'étudiants et de lycéens. Dans les tuyaux depuis plus d'1 an, un projet de réforme proposerait aux premiers consommateurs un suivi médical pour éviter la prison. Mais pour ces organisations de la société civile, l'État ne va pas assez loin. Et on a l'impression que le projet qui a été présenté considère encore une fois que le consommateur, le simple consommateur est un criminel. C'est une réforme qui, sur un certain nombre de points, peut-être va améliorer la situation, mais ne rompra pas totalement avec tout ce qui existait avant. Les militants demandent l'abrogation totale des peines de prison pour les premiers consommateurs et la fin des tests d'urine arbitraires. Le Parlement doit se prononcer sur une copie finale avant la fin février. Depuis le 21 janvier, le départ en exil du président Yahya Jammeh, la presse gambienne respire. Disparition, assassinat, intimidation. Les journalistes ont en effet payé un lourd tribut. Aujourd'hui, ils goûtent leur nouvelle liberté. Voyez ce reportage dans la rédaction du journal The Point à Banjul de Sarah Sako. L'heure du bouclage approche à la rédaction de The Point. Les journalistes mettent un point final à leurs articles essentiellement consacrés à l'actualité politique bouillonnante du pays. Et à l'heure de la conférence de rédaction, présidée par Pape Seyne, un doyen de la presse locale, rien n'a changé à un détail près, l'équipe travaille sans la peur au ventre. On craignait notre vie, parce que dans le régime de Jammeh, on peut tuer un journaliste sans rien. On peut emprisonner un journaliste pour 15 ans sans rien. On peut brûler votre bureau ou bien votre maison. En 2004, le cofondateur du journal, Deïda Haïdara, est assassiné. Sa mort devient le symbole du climat de terreur qui entoure la presse. Depuis le changement de régime, les journalistes se veulent confiants en leur avenir. D'après les annonces du nouveau gouvernement, nous avons des raisons de croire que ce sera très différent. Il est temps que les journalistes soient libres dans ce pays. Ils ne l'ont jamais été sous l'ancien régime. Samedi, les journalistes ont participé à une conférence de presse présidentielle, un exercice inimaginable sous l'ancien régime. Mais beaucoup reste à faire pour assurer la liberté de la presse selon la principale association professionnelle du pays.
Il y a un tas de lois draconiennes en Gambie contre la liberté de la presse. La loi sur la sédition, par exemple, prévoit une peine qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. C'est très grave. Il va donc falloir des réformes légales. Il va aussi falloir former les journalistes. La Gambie ne compte pour l'heure que 5 journaux, une vingtaine de radios et une seule télévision détenue par l'État. Allez, un mot de football avant de se quitter. Le Burkina Faso affrontera mercredi l'Égypte en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Qui des étalons ou des pharaons remportera la victoire? Pour les supporters burkinabés, pas de doute, leur équipe est la meilleure. On pense déjà même à l'affiche de la finale. Écoutez leur pronostic au micro de Kalidoussi à Ouagadougou. Les étalons vont gagner contre l'Égypte demain 2-1. Ils vont remporter la coupe parce que les étalons galopent toujours. Je pense que ça serait un match très serré. Déjà, les deux équipes sont bien en place physiquement. Mais je pense que le Burkina finira par remporter, peut-être 2-1. Pourquoi pas au tir au but aussi. Non, c'est en finale. Ça, il n'y a rien à faire. J'ai dit en finale, le Burkina Faso battra certainement le Ghana par 1-0. Et ça, je ne sors pas dessus. C'est clair et c'est net. Pour la finale, nous allons jouer avec le Ghana, mais ça sera 2-0 en faveur des étalons. Étalons, il y a but. La victoire, c'est pour les étalons. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Je vous retrouve dans 3 quarts d'heure. À tout à l'heure.